cours d'histoire. On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour la suite de notre série de cours d'histoire consacrée au nazisme. Yohann Chapoutot, bonjour. Bonjour Christophe Dickès. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes historien, spécialiste du nazisme, professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous venez de publier avec Christian Ingrao et Nicolas Patin un magistral monde nazi 1919-1945, un ouvrage paru aux éditions Talendier. Alors, nous avons donc entamé cette nouvelle série. Nous avons vu la semaine dernière le terreau du nazisme. Nous verrons la semaine prochaine le nazisme en guerre. Et cette semaine, je souhaiterais que nous fassions l'anatomie du nazisme dans les années 1930. Comment, Yohann Chapoutot, le régime de Weimar, qui était un régime stable, ou à peu près stable, bascule-t-il dans la crise politique aussi vite ? Alors, c'est un régime qui est né dans des conditions tout à fait particulières et très défavorables. C'est presque un miracle, d'ailleurs, que le régime ne soit pas mort-né en 1919, dans la mesure où cette jeune république parlementaire, libérale, démocratique, qui réalisait les ambitions de 1848, des révolutionnaires de 1848, doter l'Allemagne d'une constitution libérale, parlementaire et démocratique, eh bien, c'est un miracle que ce régime ne se soit pas effondré directement, puisqu'il a des ennemis internes. Vous avez une extrême droite qui ne pardonne pas à l'Assemblée constituante de remplacer le Kaiser. Vous avez des communistes qui, dans une stratégie léniniste d'opposition sans compromis, refusent de participer aux élections de la Constituante et refusent la légitimité même du régime. Et vous avez également des ennemis extérieurs, puisque les puissances qui ont gagné la Première Guerre mondiale ont décidé de déroger à une règle fondamentale du droit international depuis les traités de Westphalie, qui est que etiam hostifides servanda, comme on le dit, l'ennemi a lui aussi droit à la bonne foi. En l'occurrence, l'ennemi doit être invité à la table des négociations. On l'avait fait entre 1644 et 1648, on l'a fait en à 1815. Vienne, on l'a fait à Vienne en 1415, et on ne le fait pas à Versailles. On connaît ensuite les dispositions du traité qui sont infamantes pour l'Allemagne, qui perd toutes ses colonies, qui perd 15% de son territoire, de sa population, qui perd tous ses brevets, qui perd la souveraineté sur ses voies d'eau, qui perd son armée, qui perd son armement, enfin bref. Et qui est quelque chose qui aurait pu emporter le régime naissant, puisque c'est de fait le nouveau pouvoir qui se trouve être l'administrateur de la faillite, si vous voulez, puisque les élites antérieures se sont courageusement défaussées. C'est elles qui ont placé ce fardeau dans les mains de civils et de civils sociodémocrates. Ça a été une tactique qui a été formulée comme telle par Ludendorff et Hindenburg. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui voulaient à tout prix un régime parlementaire et libéral, eh bien, soient les syndics de faillite et portent la macule d'une défaite infamante et d'un traité innommable. Donc l'Allemagne aurait pu ne pas avoir de démocratie du tout. Et cette démocratie a réussi à s'imposer grâce à un usage très fin, je trouve, des pouvoirs d'exception par le président Ebert, notamment en 1923, lorsque l'Allemagne fait face à un putsch nazi, fait face à plusieurs tentatives de révolution communiste, fait face à une occupation étrangère, fait face également, tout en même temps, à une disparition de sa monnaie. C'est Stresemann qui est chancelier à cette époque et qui sauve l'Allemagne, et qui sauve la République démocratique. Et après cette épreuve de 1923, vous avez une phase de stabilisation à tous les niveaux, tous les indices le montrent, sociaux, économiques, l'acceptabilité internationale également d'une Allemagne qui signe le traité de Locarno, Stresemann là encore avec brillant, 1925, qui rentre à l'Esden en 26. Bref, vous avez des années de prospérité auxquelles on associe ce que l'on entend par République de Weimar. Entre Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, les studios de Babelsberg, la culture de la satire et du cabaret, la littérature, le journalisme allemand, enfin bref, ce sont ces années-là. Et ensuite, vous avez, alors vraiment pas de chance pour le coup, un nouveau choc exogène qui est monstrueux et qui est
ce qu'on appelle la crise de 29, qui est une crise américaine, une crise financière, c'est un capitalisme de casino qui s'effondre, un capitalisme hautement spéculatif, riche en pyramides de Ponzi à tous les étages. Et il se trouve que ce capitalisme américain a mis sous perfusion l'Allemagne depuis 1918-1919. Les investisseurs s'y sont pas trompés. Le territoire allemand était intouché par la guerre. Il était richement irrigué par des voies de communication, par un système d'enseignement et de formation, par également un État qui sait capter l'impôt, prélever l'impôt et qui sait maintenir l'ordre public. Donc il y avait des investissements massifs qui se retirent instantanément dès l'automne 1929. Donc on retire l'échelle sous les pieds de l'Allemagne qui s'effondre avec cette succession, cette concaténation qu'on connaît bien, hein, crise financière, crise économique et crise sociale. Et cela a une influence sur le politique puisque la solution qui est trouvée, comme un peu partout à cette époque, hein, dans cet état pré-keynésien de la science économique, c'est l'austérité. Cette confusion entre le budget d'un ménage et le budget d'un État. On n'a pas du tout la conception dynamique et keynésienne du déficit. Hein. Donc, on mène une politique de déflation qui est très rude. C'est le chancelier Brüning de 1930 à 1932. C'est une catastrophe parce que c'est une politique procyclique dans le cadre d'une dépression. Et ça aboutit à ce que nous connaissons à l'été 1932, un chômage de masse qui touche plus de 15 millions d'Allemands. Quand on compte tous les chômeurs, temps partiel, temps complet, non déclarés, avec le retour de la famine. Je dis retour parce que ça rappelle la Première Guerre mondiale, ça rappelle les années 1840, c'est un très mauvais souvenir, et également le retour de maladies, de pauvreté, hein, qu'on voit fleurir d'ailleurs actuellement au Royaume-Uni, gale, tuberculose, etc., qui sont liées à l'affaiblissement des organismes et à une très intense pauvreté. Et c'est dans ce contexte-là que la République de Weimar a été très fortement ébranlée. Dès les premières lignes, en fait, de votre ouvrage que vous consacrez à la dictature nazie, vous surprenez, si je puis dire, le lecteur, puisque vous préférez le terme d'arrivée au pouvoir plutôt que celle de prise de pouvoir. Pourquoi ce choix ? Alors, le terme de prise de pouvoir, Machtergreifung, en allemand, c'est un terme nazi. Et on est souvent tributaire, au fond, des termes nazis, comme des images que le nazisme a voulu donner de lui-même. La manière dont il se dit, la manière dont il se montre, c'est la manière dont on le perçoit et dont on le dit encore aujourd'hui. Dans nos documentaires télévisuels, vous avez des images de Leni Riefenstahl, qui sont des images de propagande et qui sont généralement ni commentées ni déconstruites. De la même manière, on utilise le terme de Führer, sans guillemets, on utilise le terme de solution finale, sans guillemets, et on reprend, de manière un peu mécanique, psittacique, le terme de prise de pouvoir, qui est une invention nazie, pour, au fond, transformer quelque chose de très banal, voire de sordide, en épopée. Un combat de 14 ans qui s'est achevé par une victoire. Or, les nazis n'ont absolument rien pris du tout, puisque ce pouvoir-là, la chancellerie, on leur a donné, on leur a même offert sur un plateau. Ça a été le résultat assez médiocre, sordide, je vous le disais, de calculs, de machinations propres à la droite libérale autoritaire, associé avec une certaine partie de la droite conservatrice, qui a décidé que, dans un contexte d'effondrement électoral sans fin, cette droite ne représentant plus que 10% de l'électorat à l'automne 1932, la solution la plus raisonnable et rationnelle, après élimination de toutes les autres stratégies possibles et tous les autres viols de la Constitution imaginables, eh bien, cette solution était l'alliance avec l'extrême droite. Et de fait, elle n'en était pas à son coup d'essai, cette droite-là, puisque quand on dit que les nazis arrivent au pouvoir en janvier 1930, c'est faux. Les nazis sont déjà au pouvoir depuis 1930, dans des États allemands. L'Allemagne est un État fédéral. Chacun des 18 États fédérés dispose d'un législatif et d'un exécutif, d'un parlement et d'un gouvernement. Et il y a gouvernement de coalition entre droite et extrême droite, en Thuringe, en Oldenburg et en Braunschweig, respectivement depuis 1930, 31 et 32. Le plus ancien gouvernement de coalition étant celui de Thuringe. Alors, quand les nazis arrivent au pouvoir, je suis désolé, oui. Je reprends au niveau fédéral, oui. Voilà, au niveau fédéral, oui. Début des années 30, et ils ont une vision du monde, mais est-ce qu'ils ont un programme ? Alors, c'est très intéressant comme question, parce que c'est la question que se pose, ou plutôt que ne se pose pas en réalité, beaucoup d'Allemands qui considèrent qu'on a affaire avec les nazis à une cohorte d'agitateurs folkloriques,
pas très sérieux. La droite estimant qu'elle va pouvoir manipuler à son aise cette bande de clowns, la fameuse citation de von Papen, qui dit « Je vais tellement acculer Hitler dans un coin de la pièce qu'il va finir par couiner ». Von Papen qui est vice-chancelier Hitler, alors c'est finalement lui qui va couiner, et d'ailleurs furieusement. Et du côté des détracteurs du nazisme, c'est un motif de réassurance. On se dit que ces gens-là vont pas tenir très longtemps au pouvoir parce qu'ils ne sont pas sérieux. Or, derrière une façade pas très reluisante, c'est vrai, le gros Göring, mais qui est quand même très très bien réticulé, si vous voulez, dans la haute société allemande, qui sert de go-between entre le nazisme et le capital, et les élites patrimoniales traditionnelles. Derrière une façade peu reluisante, qui est celle d'un agitateur de tréteaux, de brasserie, un orateur un peu gueulard, Hitler en l'occurrence, vous avez une seconde ligne, une troisième ligne, constituée de gens très sérieux qui ont été recrutés à dessein par la SS dès 1929 pour armer les structures du mouvement nazi, puis de l'État lorsque ce mouvement prendrait possession de l'État. Et eux savent travailler. Ce sont des docteurs en droit, ce sont des diplômés d'université, ils savent traiter des dossiers, ils savent rédiger des décrets, ils savent rédiger des ordonnances. Et eux ont effectivement, sinon un programme, du moins des rêves, une ambition et, comme on dit aujourd'hui, un projet, en l'occurrence, un projet de régénération socio-biologique de l'Allemagne. À leurs yeux, l'Allemagne est un corps organique. La métaphore organiciste va très loin puisque le corps allemand est vraiment tout à fait solidaire et cohérent. Si on vous arrachait un Allemand de sa terre, il meurt. Et si vous greffez un étranger, le corps le rejette. C'est vraiment cette métaphorique qui est à l'œuvre. Et ce corps-là, bien, il va être soigné. Il va être soigné par le droit, par la police. Les deux se confondent à partir de février 1933. Et cette régénération socio-biologique va passer par, effectivement, le passage d'un état de droit judiciaire à un état policier, le passage de la détention judiciaire à la rétention policière, c'est-à-dire le régime des camps de concentration, et va passer par la réformation ou le soin, la cure que l'on va imposer aux éléments disgracieux, malades, pathologiques de cette société allemande qui, dans le cadre des camps de concentration, vont être régénérés et ramenés sur le droit chemin. Quant aux allogènes, les étrangers de toutes sortes, et au premier chef évidemment les juifs, eh bien, ils n'ont aucune place sur le sol allemand. Il y a une expression que vous utilisez, qu'on retrouve d'ailleurs dans les sources, c'est celle de mise au pas. Alors, c'est une expression, là aussi, que les nazis ont utilisée. Alors, eux parlent de Gleichschaltung, d'ailleurs dans un registre très moderne, voire technico-moderne, puisque la Gleichschaltung, c'est un terme de mécanique et d'électricité pour exprimer quelque chose de l'ordre de la réinitialisation d'une machine, d'un mécanisme. Et c'est cette Gleichschaltung qu'on traduit par mise au pas en français, sans doute par l'image du pas de loi. Nous la reprenons parce que c'est l'ambition effectivement des nazis que de réinitialiser toute la machine allemande administrative au niveau du Reich, au niveau des Länder, au niveau des communes, selon une chronicité, selon une temporalité qui est celle des nouveaux maîtres de l'heure et qui est orientée vers deux fins, en l'occurrence la régénération sociobiologique de l'Allemagne, du corps de la race allemande et la guerre. Les deux étant éminemment liés. Quel est ce qui m'étonne en fait dans votre ouvrage, et ça m'a un peu comme explosé à la figure, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, c'est que vous refusez absolument le terme de totalitarisme. Quel terme alors peut qualifier la nature d'un tel régime? Parce que c'est vrai que on a la vision de ces totalitarismes. Je parlais d'Aron la semaine dernière dans une vision quasi religieuse et d'une omniprésence partout de ce régime, de cette vision du monde. Et on a du mal à saisir pourquoi vous refusez l'expression de Hannah Arendt. Alors, on le refuse moins que l'on se dispense de l'employer. Parce que de fait, vous citez Hannah Arendt, le terme de totalitarisme est très lié, alors plus
à la science politique qu'à l'histoire, en réalité, et à une période postérieure qui est celle de la guerre froide. Très clairement, vous avez une science politique et une historiographie de guerre froide qui est soucieuse de mettre, sinon à égalité, du moins dans une même catégorie, fascisme, nazisme et stalinisme, pour dire que d'un côté, on a l'ennemi du libéralisme et du capitalisme, et de l'autre côté, on aurait la démocratie libérale, capitaliste, bénéfique, etc. Bon, le totalitarisme en soi, si vous voulez, c'est un objet d'étude intéressant, comme une catégorie scolastique, hein, mais ça a autant d'efficace herméneutique ou heuristique pour nous, historiens, même pour les historiens du stalinisme, hein, que la quiddité scolastique. C'est intéressant en soi, et on est content de lire des choses dessus, mais de fait, on n'en a rigoureusement aucune utilité, parce que c'est au fond une espèce de lit de Procuste qui vise à tout prix placer dans un cadre interprétatif une qui est extérieure et qui est biaisée, une réalité qui ne se laisse pas arraisonner à ce lit de Procuste-là. En l'occurrence, on le disait la semaine dernière, parmi les éléments de définition du dit totalitarisme, vous avez la volonté ou le projet de créer un homme nouveau, ce qui n'est pas du tout le cas chez les nazis, hein, qui ont un archétype biologique, mais cet archétype, c'est l'archaïque, c'est absolument pas une projection, c'est un retour à l'origine, donc l'homme nouveau, il en est hors de question, et on le voit très bien dans la conception très angoissée du temps que ont les nazis, qui n'est pas du tout celle des staliniens ou des fascistes, hein. Dans l'art qui est encouragé, c'est un art vraiment petit bourgeois, recroquevillé sur des schèmes et des patrons éculés, déjà consacrés d'un académisme, d'un classicisme très banal, sans aucune créativité, contrairement aux fascistes et contrairement aux staliniens, là encore, en tout cas jusqu'aux années 34-35. Donc conception du temps, conception de la création qui est totalement différente. Et par ailleurs, rapport à l'État aussi, qui est radicalement différent. Si les fascistes et les staliniens font de très grandes attentes et de très grands espoirs sur l'État comme instrument de mise au pas de la société, de conformation du social, et également de projection dans l'avenir, les nazis détestent l'État et le détruisent, le mettent en pièces dès les premières semaines de leur règne, si vous voulez. Ils reprochent à l'État d'être, là encore, quelque chose qui vient de l'Ouest, quelque chose qui est lié à une orbe culturelle latine, catholique, française, alors que la culture germanique, elle, est radicalement anti-étatiste, selon eux. L'État, c'est du statique, alors que la vie, c'est dynamique. L'État, c'est également un corps de fonctionnaires qui a la mauvaise idée d'appliquer un corpus de normes, et ce corps de fonctionnaires est réfuté par les nazis, et le corpus de normes avec. Il s'agit de laisser libre cours à l'initiative à la base, à l'imagination, à la libre spontanéité, à l'agilité. Hein, déjà, à l'époque, on parlait de cela. Et non pas du tout de se conformer de manière acribique, si vous voulez, à un code de loi qu'on va respecter. Alors, s'il n'y a pas d'État nazi, comment qualifier cet objet politique non identifié ? Alors, l'État, si vous voulez, de facture prusso-allemande, il demeure, parce qu'ils ne détruisent pas totalement en 12 ans, et parce qu'ils sont suffisamment pragmatiques, ils le disent eux-mêmes, et utilitaristes pour utiliser les instruments à disposition. Les nazis ouvrent tellement de chantiers en même temps, de conquête, de colonisation, de transformation, de l'économie de la société, etc., que ils ne vont pas tout gâcher en même temps. Ils ont besoin, de fait, même s'ils le vilipendent, d'un corps de fonctionnaires obéissant qui va faire tourner la machine. La fin de tout cela interviendra après la victoire finale, dans cette visée eschatologique de la grande victoire et du millénium de bonheur. Mais en attendant, ils l'utilisent parce que c'est utile de fait, et c'est plus ou moins efficace. Mais par contre, ils flanquent cet État de manière assez cancéreuse, à vrai dire. Hein. Ils le mitent d'une myriade d'agences ad hoc ou ad personam qui sont créées dès février 1933 pour remplir des missions qui sont de l'ordre d'habitude des administrations de l'État et qui là sont confiées à des baronnies et
qui font office également de prébendes et de baronnies pour des cadres du régime. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de la part de socialisme dans le régime, parce que vous l'avez abordé la semaine dernière. On a bien compris que, au fond, de manière peut-être très schématique, dans national-socialisme, vous écartez le terme de socialisme parce que le socialisme sera lui-même écarté, rhum avec la fameuse nuit des longs couteaux. Je vous cite la lecture, alors je ne sais pas si c'est vous, ou bien si c'est Christian Ingrao, ou bien Nicolas Patin, mais la lecture de 12 ans de pouvoir nazi, notamment au sommet, permet de conclure que Hitler était un chef peu présent et peu compétent, mais sachant s'entourer de personnalité. On surévalue l'importance d'Adolf Hitler dans notre perception du nazisme ? Ah oui, radicalement. Et si vous voulez, tout recentrage sur la personnalité d'Hitler est une forme de régression historiographique qui est assez déplorable parce que cela fait plusieurs décennies que les historiens s'évertuent à montrer que, au-delà d'une personnalité que l'on a privilégiée pour simplifier le récit, en gros, pour le rendre plus spectaculaire, plus vendable médiatiquement ou télévisuellement, au-delà également de ces tentatives de dédouanement ou de défaussement qui consistent à charger, si vous voulez, en diabolisant quelqu'un pour décharger la société allemande. De fait, Hitler n'a été qu'un facteur parmi d'autres dans la réussite du mouvement nazi et dans son accession au pouvoir. Facteur qui n'est pas banal, puisque il ne sait rien faire de ses 10 doigts, ni de sa vie, il n'a jamais travaillé, mais par contre, il sait parler. Il sait sentir une salle, il sait exprimer des sentiments, il sait avoir une forme de rhétorique médiumnique qui capte les angoisses, les peurs, les espoirs, les rêves d'un auditoire et qui sait les incarner, qui sait les rendre et les exprimer. Et de ce point de vue-là, il a été important. Par ailleurs, intellectuellement, il est assez médiocre, mais il est doté, par contre, d'une tare. C'est une vraie maladie, mais ça peut être une qualité impressionnante dans une discussion. Il est hypermnésique. Et c'est comme cela qu'il arrive, si vous voulez, à plier toute discussion en montrant à autrui qu'il se souvient du nombre exact de boutons de manchette dans le dernier soldat de telle unité. Donc là, voilà, notamment en briefing militaire, ça fait toujours très grosse impression. Mais cet hitlérocentrisme qui a conduit d'ailleurs, dans les premiers temps, je me souviens du titre d'un premier que sais-je consacré au nazisme, qui s'appelait tout simplement l'hitlérisme. Non, on peut pas parler, on peut pas réduire, si vous voulez, un mouvement d'une telle ampleur sociale, culturelle et anthropologique à une seule personne, fût-elle, au fond, la tête de gondole. Oui, parce qu'il y a une attraction du régime. Cette attraction est réelle. Vous parlez de dictature de participation. Oui, alors ça c'est une expression très heureuse, je trouve, de Christian Ingrao. Une dictature de la participation, ce qui est corroboré évidemment, puisque nous travaillons sur les sources que nous connaissons, mais nous travaillons également, puisque c'est le principe d'une synthèse, à partir des travaux de tous nos collègues que nous essayons de citer, auxquels nous rendons hommage. Et tous ces collègues qui ont travaillé notamment en Allemagne sur l'histoire sociale du nazisme ont bien montré que le pouvoir nazi était en négociation permanente avec son peuple. Contrairement, là encore, au schème totalitaire d'une domination par la propagande et la répression, on se rend compte que la propagande n'a pas grand-chose à faire puisque les idées du nazisme sont très banales, au fond, on l'a vu la semaine dernière, ce sont des idées qui sont présentes un peu partout en Occident à l'époque. Quant à la répression, non, là aussi on a des travaux très documentés qui montrent que pour 80 millions d'Allemands au sommet, si vous voulez, après les annexions de 36-38, on a 8000 agents de la Gestapo. On ne tient pas 80 millions d'Allemands avec 8000 flics, ça c'est pas possible. Et, on les tient par autre chose, par des gratifications symboliques, théorie de la race supérieure en études quand même, une version très méliorative de l'histoire allemande, les Allemands ont créé la civilisation grecque, c'est quand même sympathique à entendre quand on sort de Versailles si vous voulez, et des gratifications matérielles, très concrètes. En l'occurrence, la création de la Kraft-Freude, cette espèce de gigantesque comité d'entreprise à l'échelle du Reich, qui pensait la décoration, la ventilation, l'ergonomie des postes de travail, les sorties au cinéma, au théâtre, en excursion, voire les croisières en paquebot pour les cadres, et puis les vacances all-inclusive déjà, dans les grands centres intégrés de Prora-Rügen, ce gigantesque hôtel de la KDF, dont la façade faisait 6 km de long, avec 20 000 lits. Donc,
vous avez des gratifications matérielles qui s'accentuent évidemment avec la politique anti-juive, puisque, ça c'est notre collègue Frank Bayer qui l'a très bien montré dans ses travaux sur Hambourg, l'acceptabilité sociale de la disparition d'une famille qui était votre voisine et votre amie et qui se trouve être juive, cette acceptabilité sociale, elle se fait par l'achat concret de votre consentement et de votre adhésion. En l'occurrence, une famille juive qui disparaît, c'est un vide-grenier le lendemain au pied de l'immeuble. Voilà. L'appartement, lui, il sera récupéré par le bonze local du parti, ne vous inquiétez pas pour lui, mais par contre, vous pourrez racheter de la vaisselle, un rideau ou un piano à vil prix. Qui sont les anticorps, au fond, du nazisme dans l'Allemagne des années 30 ? Ce sont les ouvriers et les catholiques ? Alors, effectivement, en termes d'agrégats sociaux, très nombreux travaux l'ont montré, singulièrement depuis les années 80. On identifie deux grandes communautés à l'intérieur de la communauté nationale allemande, qui restent, sinon imperméables et hermétiques, du moins assez peu sensibles à la conquête nazie des cœurs et des esprits. Vous avez le bloc ouvrier, qui, par acculturation marxiste, par aussi conscience que les nazis sont des anti-marxistes radicaux et que ils le disent, ils le répètent depuis le départ, reste assez distant vis-à-vis de cette vision du monde, de cette contre-société. D'ailleurs, les ouvriers, les marxistes avaient leur propre contre-société, dans les syndicats sociodémocrates, puis communistes. Vous avez cette masse-là, et vous avez une seconde masse, qui sont les catholiques, alors situés régionalement, très clairement, à l'ouest, rhénan, et au sud, parce qu'eux-mêmes disposent de leur contre-société. Les catholiques sont des internes externés dans l'Allemagne depuis longtemps. Il y a eu ce Kulturkampf mené par Bismarck, c'est-à-dire par la Prusse, par le nord-est prussien protestant contre les catholiques, avec quasiment tous les évêques catholiques emprisonnés. À la fin des années 1870, le conflit avait été réglé par Léon XIII. Mais il y a cette tradition lointaine, si vous voulez, de résistance à Berlin, à la matrice prusso-protestante, à laquelle les catholiques identifient spontanément les nazis. Et d'ailleurs, en termes de clientèle électorale, les gros des troupes nazies, c'est très clairement les zones protestantes, rurales, petites bourgeoises. Ça, c'est très clair. Et les catholiques sont à l'écart de ça. Ils ont d'ailleurs leur propre parti confessionnel sous la République de Weimar, jusqu'en 1933, qui est le Zentrum. Enfin, Zentrum pour le Reich et Bayerische Volkspartei pour la Bavière, comme aujourd'hui CDU pour le Bund, et CSU pour la Bavière. Mais le problème, hélas, c'est que c'est ce Zentrum et ce BVP qui ont permis le vote des pleins pouvoirs le 23 mars 1933. Merci beaucoup, Johann Chapoutot, d'être revenu à notre micro. Si vous n'avez pas écouté, chers auditeurs, l'émission de la semaine dernière sur le terreau du nazisme, eh bien, je vous renvoie à cette émission et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière partie de notre série consacrée à la guerre génocide.